Mon père m'a laissé un message vocal par accident, qui était destiné à mon frère. Il y disait qu'il était le seul fils dont il était fier. Je l'ai écouté 4 fois, puis je l'ai sauvegardé. 6 mois plus tard, il m'a demandé 10 000 euros. Je lui ai fait écouter l'enregistrement. Je m'appelle Étienne. J'ai 34 ans et je veux vous raconter l'histoire du message vocal qui a changé ma vie. Pas à la manière d'une affiche de motivation, mais plutôt comme un boulet de démolition qui aurait fracassé la façade de tout ce que je croyais savoir sur ma propre famille. Mais nous y viendrons. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi à Nancy, dans le Grand Est, dans une de ces maisons individuelles à étages qui semblaient parfaites de l'extérieur, mais qui portaient en elles environ 40 ans de tensions non résolues. Mon père, Gérard, était électricien. Il était doué de ses mains, mais terriblement maladroit avec les mots, sauf quand ces mots s'adressaient à mon jeune frère, Hugo. Alors, soudain, l'homme devenait un poète. Hugo avait 3 ans de moins que moi. Et dès l'instant où il est venu au monde, hurlant et parfait, quelque chose a basculé dans notre maison et n'est jamais revenu à sa place. Je ne veux pas dramatiser. De nombreuses familles ont un enfant préféré. Beaucoup de frères et sœurs aînés grandissent avec le sentiment d'avoir reçu la version incomplète de l'amour de leurs parents, tandis que le plus jeune bénéficie de l'édition définitive. Mais avec mon père, ce n'était pas subtil. C'était un mode de vie. Hugo jouait au football. Papa ne manquait jamais un match. Je jouais au rugby. Papa venait peut-être 2 fois par saison et passait la plupart du temps sur son téléphone. Hugo a reçu une voiture pour son 18e anniversaire, une Peugeot d'occasion que mon père a passé 3 week-ends à restaurer dans le garage. J'ai hérité de la vieille Renault Clio de ma mère, avec un voyant moteur allumé depuis si longtemps qu'il semblait faire partie de la décoration. Quand Hugo a obtenu son baccalauréat, papa a organisé un barbecue et invité la moitié du quartier. Quand j'ai eu le mien, il m'a serré la main et a dit « Bon travail, mon grand ». C'est tout. Bon travail, mon grand. 4 syllabes, je les ai comptées. Ma mère, Josiane, a essayé. Vraiment. Elle était le tampon, l'interprète, la personne qui me prenait à part après un des moments de favoritisme de papa et disait, tu sais, il est fier de toi aussi, Étienne. Il ne sait juste pas comment le montrer. Et je l'ai cru pendant longtemps parce que j'en avais besoin. Quand on est enfant, on se construit une cathédrale avec des miettes si c'est tout ce qu'on vous donne. Je suis allé dans une université locale après le baccalauréat parce que c'est ce que je pouvais me permettre. Papa avait clairement indiqué qu'une aide pour les frais de scolarité n'était pas au budget, ce qui était intéressant car 2 ans plus tard, il s'est porté garant pour un prêt afin que Hugo puisse fréquenter une école de commerce privée à Paris. J'ai appris cela lors du repas de Noël, quand Hugo l'a mentionné nonchalamment devant la bûche, comme si de rien n'était. J'ai regardé mon père. Il a regardé son assiette. Maman a changé de sujet pour parler de la météo. Classique Josiane. Mais voilà le truc avec moi. Je ne suis pas le genre de personne qui explose à table. Je ne fais pas de scène. J'intériorise. J'analyse. Je range cela dans un tiroir mental étiqueté choses qui font mal mais que je vais prétendre être sans importance. Et puis je continue d'avancer. J'ai obtenu mon diplôme, trouvé un emploi dans une société de gestion immobilière et commencé à gravir les échelons. Rien de prestigieux, rien qui aurait fait rayonner mon père de fierté lors d'un barbecue, mais c'était à moi, et j'étais bon dans ce que je faisais. À 28 ans, je gérais un portefeuille de propriétés résidentielles dans 3 départements. J'avais obtenu ma carte professionnelle d'agent immobilier en parallèle, commencé à rénover une maison avec un ami nommé Clément, et je gagnais un bon salaire pour la première fois de ma vie. Pas riche, mais à l'aise. Le genre de confort où l'on arrête de vérifier son compte en banque avant de faire les courses. Hugo, pendant ce temps, avait pas mal tourné en rond après ses études. Il avait un diplôme en communication. Il a travaillé dans une agence de marketing pendant 1 an, a démissionné parce qu'il n'aimait pas son patron, a essayé de lancer une émission audio sur la bière artisanale qui a duré 11 épisodes, puis est retourné vivre à la maison pour réfléchir à son avenir. Il avait 25 ans et dormait toujours dans sa chambre d'enfant. Et pourtant, mon père parlait encore de lui comme s'il était le Messie. Je ne dis pas cela pour être méchant avec mon frère. Hugo n'était pas un mauvais gars. Il n'était pas malveillant. Il était juste à l'aise dans son confort, et notre père s'assurait que ce confort soit toujours maintenu. Le problème n'a jamais vraiment été Hugo. Le problème, c'était Gérard.
Maintenant, laissez-moi vous parler du message vocal. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que les mardis étaient mes journées les plus chargées au travail. Visites de propriété et réunions de locataires s'enchaînaient. J'avais à peine le temps de déjeuner, encore moins de consulter mon téléphone. Quand je me suis enfin assis dans ma voiture vers 18h30 ce soir-là, j'avais 3 appels manqués de mon père. Pas de messages écrits, juste des appels. Rien que cela était étrange, car Gérard n'était pas du genre à appeler. C'était le genre à envoyer un message ça va une fois par mois, qui écrivait était pour tube et pensait que la ponctuation était facultative. J'ai lancé la lecture du message vocal en m'attendant à quelque chose de banal. Peut-être qu'il avait besoin d'aide pour déplacer un objet lourd. Peut-être que les gouttières étaient à nouveau bouchées. Au lieu de cela, je l'ai entendu en pleine conversation. Il n'avait pas du tout eu l'intention de m'appeler. Les premières secondes étaient étouffées, comme si le téléphone était dans sa poche. Puis sa voix est devenue claire. Il parlait à quelqu'un et, d'après sa façon de parler, j'ai su immédiatement que c'était Hugo. Je te le dis, mon grand, tu es le seul fils dont je suis vraiment fier. Étienne, il va bien. Il fait son truc, mais il n'a jamais eu cette étincelle, tu sais? Pas comme toi. Tu as quelque chose. Tu as toujours eu quelque chose. J'aimerais tellement qu'il ait la moitié de ce que tu as. Il y a eu une pause, puis la voix de Hugo, faible mais audible. Allez, papa. Ce n'est pas très juste. Et mon père a ri. Pas un rire méchant. Juste un petit rire désinvolte et dédaigneux, comme si Hugo avait dit une bêtise. Je ne suis pas injuste. Je suis honnête. Il y a une différence. Le message vocal s'est coupé après cela. 47 secondes au total. Je le sais parce que j'ai vérifié. Puis je l'ai réécouté, encore et une fois de plus. 4 fois, dans ma voiture, garée sur le parking d'un centre commercial de banlieue, en regardant le soleil se coucher derrière un magasin de bricolage et un salon de coiffure. Je n'ai pas pleuré. Je veux être honnête à ce sujet. Je n'ai pas pleuré parce qu'une partie de moi l'avait toujours su. L'entendre à voix haute n'a pas créé la blessure. Cela a simplement confirmé que la blessure était là depuis le début et qu'elle était exactement aussi profonde que je l'avais toujours craint. J'ai sauvegardé le message vocal. Je ne sais pas pourquoi. Un instinct me disait de le garder. Je l'ai déplacé dans un dossier sur mon téléphone intitulé « Assurance ». Pas parce que j'avais un plan, juste parce que j'avais le sentiment que c'était quelque chose que je devais conserver. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement, j'ai réchauffé des restes de pâtes et je suis resté assis sur mon canapé à fixer le mur pendant environ 1 heure. Ma petite amie de l'époque, Camille, m'a appelé vers 21h, et j'ai laissé l'appel aller sur la messagerie. Ironique, n'est-ce pas? Le gars dont la vie venait d'être bouleversée par un message vocal ne pouvait pas se résoudre à décrocher le téléphone. Je n'en ai parlé à personne. Ni à Camille, ni à Clément, ni à ma mère. Je le portais juste sur moi comme une pierre dans ma poche, lourde, lisse et toujours présente. Et j'ai pris une décision ce soir-là, assis sur ce canapé avec des rigatoni froids dans un appartement silencieux. J'ai décidé que j'en avais fini d'essayer de mériter quelque chose qui ne me serait jamais donné. J'en avais fini de jouer pour un public d'une seule personne qui ne regardait même pas. Ce que je ne savais pas encore, c'est que 6 mois plus tard, mon père allait m'appeler à nouveau. Cette fois-ci, intentionnellement. Et il allait me demander 10 000 €, et j'allais lui faire écouter ce message vocal. Mais avant d'en arriver là, je dois vous raconter ce qui s'est passé entre-temps. Car ces 6 mois ont tout changé. La semaine après avoir entendu ce message vocal, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai séché le repas du dimanche. Ma mère a appelé pour savoir si tout allait bien, et je lui ai dit que j'avais une gastro-entérite. Elle m'a cru, car je ne manquais jamais le repas du dimanche. J'étais le fiable. C'était toute mon identité dans la famille. Étienne est toujours là. Étienne ne se plaint pas, Étienne va bien. Mais je n'allais pas bien. Je me promenais avec ce message vocal dans ma poche comme une grenade à moitié dégoupillée. Et chaque fois que je voyais le nom de mon père apparaître sur mon téléphone, je sentais quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas de la tristesse, exactement, plutôt de la clarté. Le genre de clarté qui fait mal parce qu'elle signifie qu'on ne peut plus faire semblant. Je suis retourné au repas du dimanche la semaine suivante parce que Camille m'a convaincu que s'isoler n'était pas la solution.
Elle ne connaissait pas encore l'histoire du message vocal, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Camille était perspicace comme ça. Elle était hygiéniste dentaire avec le radar émotionnel d'une thérapeute et la patience d'une sainte, ce dont elle avait besoin car je n'étais pas une personne facile à aimer pendant cette période. Le repas avait lieu chez mes parents, comme toujours. Maman avait préparé un rôti. Papa était assis en bout de table et parlait des bleus. Hugo était là avec sa petite amie, une fille nommée Solène, qui vendait des huiles essentielles et parlait comme si elle lisait des citations inspirantes sur les réseaux sociaux. Tout était normal en surface, ce qui rendait les choses pires, car maintenant je voyais les schémas que j'avais ignorés toute ma vie. Papa a interrogé Hugo sur sa dernière idée, une sorte de commerce de revente en ligne qu'il envisageait de lancer. Il a écouté attentivement, a hoché la tête, a posé des questions. Ça a l'air intelligent, mon grand. Tu as toujours eu le nez pour les opportunités. Puis il s'est tourné vers moi et a dit, « Alors, Étienne, comment va le travail ?» Je lui ai dit que nous venions de conclure l'achat d'un immeuble de 12 appartements, la plus grosse affaire de ma carrière à ce moment-là. Il a dit, « C'est bien », et il est retourné à son rôti. C'est bien. 2 mots, avec la même intonation que l'on utiliserait si quelqu'un vous disait qu'il a vu un joli coucher de soleil. Camille a serré ma main sous la table. Elle avait remarqué. Elle remarquait toujours. Les choses se sont envenimées environ 3 semaines plus tard. Mon père m'a appelé un samedi matin et m'a demandé si je pouvais venir l'aider à réparer la terrasse de la maison. J'ai dit oui, parce que c'est ce que je faisais. Je suis arrivé, j'ai passé 4 heures sous la chaleur à remplacer des planches pourries et à refaire l'étanchéité de toute la structure. Papa m'a tendu une bouteille d'eau et a dit, Hugo était censé aider, mais il a ce truc avec Solène. Il n'a pas dit merci. Il n'a même pas reconnu que j'avais conduit 45 minutes pour faire des travaux manuels pendant mon jour de congé. Il a juste bifurqué pour expliquer pourquoi Hugo ne pouvait pas venir, comme si j'étais le plan de secours qui ne nécessitait aucune gratitude. J'étais en train de poncer une rampe quand il a dit quelque chose qui a failli me faire craquer. Tu sais, ton frère pense aussi à se lancer dans l'immobilier. Peut-être que tu pourrais lui montrer les ficelles. L'aider à démarrer. J'ai arrêté de poncer. Tu veux que je forme Hugo à faire mon travail? Pas ton travail, juste les bases. Il apprend vite. Papa, il n'a jamais gardé un emploi plus de 14 mois. Gérard m'a regardé avec cette expression que j'avais vue 1000 fois. C'était le visage qu'il faisait quand je disais quelque chose qu'il considérait comme inutile. Légèrement agacé, légèrement déçu, comme si je faisais exprès d'être difficile. Il n'a juste pas encore trouvé ce qui lui convient. Tu pourrais l'aider avec ça. Je me suis remis à poncer. Je n'ai pas dit un mot de plus à ce sujet, mais quelque chose en moi s'est brisé ce jour-là, debout sur cette terrasse au soleil, faisant du travail gratuit pour un homme qui voulait que je donne mon manuel de carrière au fils qu'il aimait vraiment. Le véritable point de rupture est survenu 2 mois après le message vocal. C'était l'anniversaire de ma mère. Nous sommes tous allés dans un restaurant italien du centre-ville, un de ces endroits avec des serviettes en tissu et des graissins qui ont vraiment du goût. Papa s'est levé pendant le dîner pour porter un toast. Il a parlé de son amour pour maman, de la façon dont elle était le pilier de la famille, de la façon dont elle avait élevé 2 grands-fils. Puis il a regardé Hugo et a dit, « Et je veux particulièrement remercier Hugo d'avoir organisé tout ce dîner. » Il a choisi le restaurant, fait la réservation, et a même pris le gâteau. C'est ce genre d'attention qui rend un parent fier. Voici ce qui s'est réellement passé. Hugo a envoyé un message à notre groupe familial 3 jours avant l'anniversaire de maman en disant « On devrait dîner ?» J'ai répondu en 10 minutes avec une liste de 3 options de restaurants, j'ai appelé pour faire la réservation et j'ai commandé le gâteau dans une pâtisserie que maman adorait. La contribution de Hugo a été d'envoyer un message disant « Ça me va » et de se présenter. J'étais assis là, à écouter mon père faire une ovation à mon frère pour n'avoir fonctionnellement rien fait. Et j'ai senti quelque chose changer, pas se briser cette fois. Changer, comme des plaques tectoniques bougeant sous la surface. J'ai souri pendant le reste du dîner. J'ai serré ma mère dans mes bras. J'ai dit à tout le monde que j'avais une matinée chargée et je suis parti avant le dessert. Dans la voiture, j'ai ouvert le message vocal. Je ne l'ai pas écouté cette fois. Je l'ai juste regardé. 47 secondes. Posé là, dans mon téléphone, comme une arme chargée. Camille m'attendait quand je suis rentré. Elle était sur le canapé avec un livre et un verre de vin,
et elle n'a eu qu'à regarder mon visage pour poser les deux. D'accord, a-t-elle dit. Parle-moi. Alors, je lui ai tout raconté. Le message vocal, la terrasse, le dîner, les années passées en deuxième place dans ma propre famille. Je lui ai fait écouter l'enregistrement. Elle l'a écouté une fois, a posé le téléphone sur la table basse et est restée silencieuse un long moment. Étienne, a-t-elle finalement dit, j'ai besoin que tu m'écoutes bien quand je dis ça. Ce message vocal n'est pas un reflet de ta valeur. C'est un reflet de l'échec de ton père. J'ai hoché la tête. Je savais qu'elle avait raison. Mais savoir quelque chose dans sa tête et le ressentir dans ses tripes sont deux expériences très différentes. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore. Mais j'en ai fini de faire semblant que ça ne me dérange pas. C'est cette nuit-là que j'ai décidé d'arrêter de jouer pour obtenir l'approbation de mon père. Pas avec un grand geste dramatique. Pas avec une confrontation ou des cris. Je me suis juste retiré, discrètement. J'ai arrêté de me porter volontaire pour les projets du samedi à la maison. J'ai arrêté de rester tard au repas du dimanche. Je venais quand c'était important, pour les anniversaires et les fêtes. Mais j'ai cessé de me surpasser pour un homme qui ne pouvait même pas dire merci. Ma mère l'a remarqué presque immédiatement. Elle m'a appelé un mercredi soir et m'a dit, « Étienne, est-ce que tout va bien entre toi et ton père ?»« Tout va bien, maman. »« Tu sembles distant. »« Je suis juste occupé par le travail. »« On a finalisé l'achat d'une autre propriété. » Elle a fait une pause. « Il t'aime, tu sais. Il n'est juste pas doué pour le montrer. » J'avais entendu cette phrase si souvent qu'elle avait perdu tout son sens. C'était comme un autocollant qu'on aurait collé sur une voiture en panne, comme si les bons mots pouvaient remplacer un véritable entretien. « Je sais, maman, ai-je dit. Et j'ai changé de sujet parce que j'aimais ma mère et que je ne voulais pas faire d'elle un champ de bataille. Mais voici ce qui se passait en coulisses et que personne ne savait. Pendant ces mêmes 2 mois, mon père s'était discrètement mis dans une situation financière difficile. Gérard avait pris sa retraite de son travail d'électricien l'année précédente. Et il avait investi une partie de ses économies de retraite dans un investissement sûr que l'ami de Hugo, Damien, lui avait recommandé. Une sorte d'investissement immobilier dans le sud, près de Montpellier, qui promettait des rendements annuels de 15%. Si ça vous semble trop beau pour être vrai, félicitations. Vous avez des compétences de base en reconnaissance de schéma. L'affaire a mal tourné. Le promoteur a fait défaut. Mon père a perdu environ 80 000 €. Je ne savais rien de tout ça à l'époque. Je l'ai découvert plus tard, petit à petit, comme si j'assemblais un puzzle où chaque pièce était une nuance différente de mauvaise décision. Mais l'argent avait disparu, et Gérard était trop fier pour le dire à qui que ce soit, sauf à Hugo, qui n'avait naturellement pas d'argent pour l'aider, car il essayait toujours de lancer son commerce de revente depuis sa chambre d'enfant. Donc, le temps était compté. Mon père perdait ses économies à vue d'œil. Sa fierté le gardait silencieux, et le seul fils dont il était fier ne pouvait pas l'aider. Pendant ce temps, le fils qu'il avait négligé construisait tranquillement quelque chose de réel, de solide, quelque chose qui allait avoir beaucoup plus d'importance qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Je ne le savais juste pas encore. Les 3 mois qui ont suivi ma prise de distance avec mon père ont été parmi les plus difficiles et les meilleurs de ma vie. Je sais que ça semble contradictoire, mais suivez-moi. La partie difficile était la solitude. Quand on passe sa vie à essayer d'obtenir l'approbation de quelqu'un et qu'on arrête tout d'un coup, ça laisse un vide énorme. Je n'avais pas réalisé combien de mon énergie quotidienne était consacrée à être assez bien pour Gérard jusqu'à ce que j'arrête de la dépenser. Soudain, j'avais toute cette bande passante émotionnelle sans savoir où la diriger. Je me sentais sans amarre, comme si j'avais coupé une corde sans savoir qu'elle me retenait à quelque chose. Camille a été mon ancre pendant cette période. Elle ne m'a pas poussé à affronter mon père. Elle n'a pas essayé de réparer les choses. Elle était juste là, chaque jour, et me rappelait par ses actions plus que par ses mots que je valais la peine qu'on soit là pour moi. Elle laissait des petits mots dans mon déjeuner. Elle m'envoyait des messages à 14 h juste pour dire qu'elle pensait à moi. Un soir, elle est rentrée avec une photo encadrée de nous deux, Clément et moi, devant la première maison que nous avions rénovée ensemble. Nous sourions comme des idiots, couverts de poussière de plâtre. Elle l'a posée sur la cheminée et a dit, « Voilà à quoi ressemble la fierté. » J'ai failli la demander en mariage sur le champ.
Je ne l'ai pas fait parce que je tenais un bol de céréales et que je portais un pantalon de jogging troué, et je me suis dit qu'elle méritait une meilleure mise en scène. Mais l'idée était là, et elle n'allait pas disparaître. Le travail est devenu mon exutoire. Clément et moi avions terminé notre première rénovation et dégagé un bénéfice d'environ 42 000 € après dépenses. Pas de quoi changer une vie, mais la preuve que le concept fonctionnait. Nous avons trouvé une autre propriété presque immédiatement, une maison de plein pied avec 3 chambres dans un quartier qui commençait à se développer. Elle avait besoin de tout. Nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain. Le toit avait un point faible de la taille d'une table, et l'ancien propriétaire avait apparemment utilisé le sous-sol comme un mélange d'atelier et de sanctuaire pour rongeurs. Mais la structure était saine, et les chiffres collaient. Je me suis jeté dans ce projet avec une concentration que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pas une concentration désespérée, mais une concentration déterminée. Comme si j'avais enfin compris que tout ce que je construisais était pour moi, pas pour un public. Chaque décision que je prenais au travail, chaque mur que j'abattais, chaque entrepreneur avec qui je négociais, c'était à moi. Personne ne regardait. Personne ne me notait. Et d'une certaine manière, c'était mieux ainsi. Clément a remarqué le changement. C'est le genre d'ami qui dit exactement ce qu'il pense, ce qui est soit sa meilleure, soit sa pire qualité, selon le jour. Nous étions en train d'arracher de la vieille moquette un samedi quand il s'est arrêté, a essuyé son front et a dit « Tu es différent ces derniers temps. » Différent comment? Je ne sais pas. Plus méchant avec le pied de biche. Plus concentré, comme si tu construisais quelque chose avec un but. J'ai ri. Peut-être que oui. Quoi que ce soit, continue. On est en avance sur le calendrier pour la première fois de notre vie. Il n'avait pas tort. Nous avons terminé cette deuxième rénovation en moins de 4 mois, ce qui était presque du jamais vu pour une opération à deux avec des entrepreneurs limités. Nous avons dégagé 61 000 € sur celle-là. J'ai pris ma part et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je l'ai mise sur un compte séparé et j'ai commencé à économiser pour un acompte sur mon propre bien d'investissement. Pas pour une rénovation, mais pour un bien locatif, quelque chose qui générerait des revenus chaque mois sans que j'aie à manier un marteau. À peu près à la même époque, j'ai reçu un appel d'un type nommé Arnaud, qui dirigeait une petite mais croissante société de développement immobilier à environ 1 heure au sud de Nancy. Arnaud avait entendu parler de nos rénovations par un contact commun et voulait me rencontrer pour un café. Je pensais que c'était pour du réseautage, des poignées de main, des cartes de visite et de vagues promesses de rester en contact. Au lieu de cela, Arnaud m'a offert un poste de directeur des acquisitions. Sa société se développait dans l'immobilier résidentiel multifamilial, et il avait besoin de quelqu'un qui comprenait à la fois les chiffres et l'état physique des bâtiments. Quelqu'un qui pouvait visiter une propriété et savoir en 30 minutes si elle valait la peine d'être achetée. Le salaire était presque le double de ce que je gagnais. Avantages sociaux complets, participation au capital après 2 ans. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une semaine pour réfléchir, ce qui était en réalité une semaine pour arrêter de me pincer. J'en ai discuté avec Camille et Clément. Clément a été le plus honnête. Accepte, a-t-il dit. On peut toujours rénover des maisons à côté si on veut, mais c'est plus grand que tout ce qu'on pourrait construire seul dans les 5 prochaines années. Camille était d'accord. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu mes yeux s'illuminer comme lorsque je décrivais le poste, et c'est tout ce qu'elle avait besoin de savoir. J'ai accepté le poste un jeudi, j'ai commencé le lundi suivant, et en 6 semaines, je savais que j'avais pris la bonne décision. Arnaud était un mentor comme mon père ne l'avait jamais été. Il était exigeant, mais juste, critique, mais constructif, et quand je faisais quelque chose de bien, il le disait à voix haute devant d'autres personnes. La première fois qu'il m'a dit que j'avais fait un excellent travail sur une évaluation de propriété, j'ai dû m'excuser pour aller aux toilettes car j'ai senti quelque chose se débloquer dans ma poitrine que j'avais maintenue fermée pendant des années. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas pensé à mon père pendant tout ce temps. Bien sûr que si. Chaque étape importante avait un goût doux amer parce qu'il y avait encore ce petit garçon en moi qui voulait prendre le téléphone et dire « Eh, papa. Devine ce qui s'est passé. » Mais je ne l'ai pas fait, car je savais exactement ce qu'il dirait. C'est bien. Et je ne pouvais plus entendre ces 2 mots une fois de plus sans perdre quelque chose que je n'étais pas prêt à perdre. J'ai appelé ma mère. Je lui ai parlé du nouveau travail, des rénovations de maison, de comment ça se passait avec Camille. Elle était ravie. Elle a pleuré un peu, des larmes de joie,
et m'a dit qu'elle avait toujours su que je ferais quelque chose de grand. Je l'ai cru, car ma mère ne m'avait jamais donné de raison de ne pas le faire. Elle a mentionné que papa traversait une période difficile, mais n'a pas donné de détails. Je n'ai pas demandé. Une partie de moi se sentait coupable, et une autre partie sentait que la culpabilité n'était qu'une autre pirouette que ma famille m'avait appris à exécuter sur commande. Camille et moi avons emménagé ensemble ce mois-là. Nous avons trouvé un appartement de 2 chambres avec un petit balcon donnant sur un parc. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de construire quelque chose qui n'était pas une réaction à l'opinion de quelqu'un d'autre sur moi. C'était juste à moi. À nous. Réel. J'ai demandé Camille en mariage un dimanche matin dans notre cuisine. Elle faisait des œufs brouillés et j'étais censé faire du café, mais au lieu de ça, j'étais derrière elle avec une bague que j'avais choisie 2 semaines plus tôt. Pas de grands gestes, pas d'écriture dans le ciel, juste moi, dans cette cuisine, disant « Je veux passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui me fait sentir que je suis assez, et cette personne, c'est toi, ça a toujours été toi. » Elle a dit oui avec une spatule à la main et des larmes coulant sur son visage, et les œufs qui brûlaient derrière elle. C'était parfait. J'ai appelé ma mère pour lui annoncer. Elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Mon père a pris le téléphone et je dois lui accorder ça, il a dit félicitations et semblait sincère. Puis il a ajouté, Hugo va être content pour toi. Ce qui était une chose étrange à dire, car la plupart des pères resteraient dans leur propre moment avec leur fils, mais Gérard devait toujours tout faire passer par Hugo, comme une boussole émotionnelle qui n'avait qu'une seule destination. J'ai laissé passer. J'étais trop heureux pour le laisser me prendre quoi que ce soit ce jour-là. À la fin de ces 6 mois, voici où j'en étais. Un nouvel emploi avec un réel potentiel de croissance. Une fiancée qui m'aimait d'une manière dont je n'avais jamais été aimé. Des économies en banque pour la première fois. 2 rénovations de maison réussies à mon actif et une 3e en préparation. Un mentor qui me traitait comme si j'avais de l'importance. Et une confiance tranquille et inébranlable que j'avais construit tout cela moi-même, sans l'aide de mon père, sans son approbation, et sans sa fierté. J'avais 34 ans, et j'avais enfin compris qu'on n'a pas besoin des gens qui vous ont élevé pour valider la personne que vous êtes devenue. C'est un bonus agréable s'ils le font, mais ce n'est pas une exigence. Ce que je ne savais pas, c'est que la situation financière de mon père s'était considérablement aggravée. L'affaire dans le sud s'était complètement effondrée, et Gérard avait commencé à puiser dans ses économies et celles de maman pour combler le trou. Hugo le savait. Maman savait que quelque chose n'allait pas, mais pas toute l'étendue du problème. Et j'étais complètement dans le noir, vivant ma vie, m'occupant de mes affaires, et sur le point de recevoir un appel qui allait boucler la boucle d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Cet appel est arrivé un vendredi après-midi, et quand j'ai vu le nom de mon père sur l'écran, je n'avais aucune idée que j'étais sur le point d'avoir la conversation la plus importante de ma vie. L'appel est arrivé à 16h15 un vendredi. J'étais à mon bureau en train d'examiner une expertise immobilière quand mon téléphone a vibré. Papa. Mon premier réflexe a été de le laisser aller sur la messagerie, ce qui est à la fois ironique et approprié vu comment tout a commencé. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être le fait qu'il avait appelé 3 fois dans la dernière heure. Peut-être cette petite voix au fond de ma tête qui, malgré tout, ne voulait toujours pas être le genre de fils qui ignore les appels de son père. Salut, papa. Étienne. Salut. Tu as une minute? Il avait une drôle de voix. Pas malade, pas paniqué, mais dégonflé, comme si on lui avait retiré l'air lentement pendant des mois, ce qui, comme j'allais l'apprendre plus tard, était en gros ce qui s'était passé. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une longue pause. Gérard n'était pas un homme qui faisait des pauses. C'était un homme qui parlait par phrases déclaratives et s'attendait à ce que le monde s'ajuste. Donc, le silence m'en disait plus que tout ce qu'il s'apprêtait à dire. J'ai besoin de te parler de quelque chose en personne. Tu peux passer à la maison ce week-end? Tu peux me donner une idée générale de quoi il s'agit? Une autre pause. C'est financier. J'ai une situation et j'aurais besoin de tes conseils. C'est toi qui connais ces choses-là. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais à cause de l'audace de la formulation. C'était moi qui connaissais ces choses-là. Pas le fils dont il était fier. Pas le fil avec l'étincelle. L'autre? L'utile. Je passerai samedi, ai-je dit, vers midi.
Merci, mon grand. J'apprécie. Mon grand. Il nous appelait tous les deux mon grand. Au moins, il était cohérent dans son vocabulaire, même si rien d'autre n'était égal. J'ai raccroché et je suis resté assis à mon bureau un moment, retournant la conversation dans ma tête. Puis j'ai appelé Camille. Elle a écouté et quand j'ai eu fini, elle a dit quelque chose qui a recadré toute la situation. Étienne, s'il te demande de l'aide, ça veut dire que Hugo n'a pas pu régler le problème. Pense à ce que ça signifie. Elle avait raison. Cela signifiait que le fils préféré avait atteint les limites de son utilité. Et maintenant, Gérard se tournait vers le générateur de secours. Celui qui était toujours là, toujours fiable, toujours bien. J'ai passé la soirée du vendredi à faire quelque chose que je n'aurais probablement pas dû, mais que je ne regrette absolument pas. J'ai appelé Clément et je lui ai demandé de faire quelques recherches. Clément avait un contact dans une étude notariale qui lui devait une faveur et, en quelques heures, j'avais une vue d'ensemble de la situation financière de mes parents. Je ne vais pas prétendre que c'était une chose normale à faire. Ce ne l'était pas. Mais j'avais passé 34 ans à entrer dans des situations familiales à l'aveugle, et j'en avais assez d'être le dernier dans la pièce à savoir ce qui se passait. Ce que j'ai découvert n'était pas bon. Mes parents avaient contracté un crédit hypothécaire sur leur maison environ 8 mois plus tôt, ce qui correspondait presque parfaitement au moment où l'investissement dans le sud a mal tourné. Le solde était substantiel. En plus de cela, il y avait quelques avis de retard sur les factures de services publics, ce qui suggérait que les liquidités étaient plus serrées que jamais. Les revenus de retraite de Gérard, provenant de sa pension et de la sécurité sociale, couvraient les besoins de base, mais les besoins de base n'incluaient pas une perte de 80 000 € et les intérêts d'un crédit hypothécaire contracté dans la panique. J'ai aussi fait autre chose cette nuit-là. J'ai transféré le message vocal de mon téléphone vers un service de stockage en ligne, puis je l'ai téléchargé sur une clé USB. J'ai mis la clé USB dans la poche de ma veste. Je n'avais pas de plan précis, mais j'avais un pressentiment. Le même instinct qui m'avait dit de le sauvegarder 6 mois auparavant me disait maintenant de l'apporter avec moi. Appelez ça de l'intuition. De la préparation. Appelez ça comme vous voulez. Je savais simplement que je n'allais pas entrer dans cette maison les mains vides. Samedi matin, Camille m'a embrassé à la porte et m'a dit « Tu ne lui dois rien. Souviens-toi de ça. » J'ai hoché la tête. Mais la vérité était plus compliquée que ça, et elle le savait. On peut savoir qu'on ne doit rien à quelqu'un et sentir quand même le poids de 34 ans à vouloir qu'il vous voie. Ces deux choses peuvent exister dans le même corps en même temps. Je suis arrivé chez mes parents à midi. Maman était dans la cuisine, ce qui signifiait qu'elle savait que quelque chose se passait, mais qu'elle faisait semblant de ne pas savoir, ce qui était son mécanisme de défense par défaut pour tout ce qui impliquait Gérard et les sentiments. Elle m'a serré fort dans ses bras et a dit « Il est dans le bureau ». La façon dont elle l'a dit m'a tout révélé. Elle était inquiète et espérait que je pourrais arranger les choses. Je suis entré dans le bureau et j'ai trouvé mon père assis dans son fauteuil inclinable, ce qui était inhabituel car Gérard ne s'asseyait dans le fauteuil que pour regarder le football ou se remettre d'une opération du dos. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Il avait un dossier sur la table d'appoint à côté de lui. Le genre de dossier en carton qui ne contient jamais de bonnes nouvelles. « Assieds-toi, Étienne. » Je me suis assis en face de lui sur le canapé. Il a ouvert le dossier et a commencé à tout déballer. L'investissement dans le sud, les pertes, le crédit hypothécaire, le fait que lui et maman faisaient face à un déficit qui deviendrait un grave problème dans les prochains mois si rien ne changeait. Il a tout expliqué avec sa voix d'électricien, factuelle et technique, comme s'il décrivait un schéma de circuit au lieu de l'effondrement financier de sa retraite. J'ai écouté sans l'interrompre. J'ai posé quelques questions. Quel était le solde du crédit hypothécaire? Quels étaient les paiements mensuels? Avait-il parlé à quelqu'un de la restructuration? Il ne l'avait pas fait. Bien sûr que non. Gérard ne demandait pas d'aide. Gérard réparait les choses. Sauf que cette fois, ce qui était cassé était plus grand que sa boîte à outils. Puis il en est venu au fait. Étienne, j'ai besoin de t'emprunter 10 000 €. Je sais que c'est beaucoup demandé. Je te rembourserai. J'ai juste besoin de combler un trou jusqu'à ce que je trouve une solution à plus long terme. 10 000 €. Voilà. Le chiffre suspendu dans l'air entre nous, comme l'étiquette de prix pour 3 décennies passées au second plan. Je n'ai pas répondu tout de suite.
J'ai laissé le silence s'installer, car Gérard détestait le silence et je voulais qu'il ressente ce que c'était que d'attendre la réaction de quelqu'un quand les enjeux étaient élevés. Je peux te poser une question d'abord, ai-je dit. Bien sûr. Pourquoi moi? Il a cligné des yeux. Que veux-tu dire? Pourquoi me le demandes-tu à moi? Pourquoi pas à Hugo? Sa mâchoire s'est crispée. Juste une fraction. Mais je l'ai vu. Hugo n'est pas en mesure d'aider en ce moment. Il est encore en train de lancer son entreprise. Son entreprise qu'il lance depuis 2 ans depuis votre chambre d'amis. Étienne, ne sois pas difficile. Papa, je pose une question sincère. Tu as 2 fils. L'un vit chez toi sans payer de loyer et n'a jamais gardé un emploi plus d'1 an. L'autre a une carrière, une fiancée, des économies et vient d'être promu. Et d'une manière ou d'une autre. C'est vers moi que tu te tournes quand tu as besoin d'argent. Mais je n'ai jamais été celui vers qui tu te tournes quand tu veux te vanter de tes enfants. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Pas en colère, stupéfait, comme si c'était la première fois qu'il m'entendait répliquer, ce qui, pour être juste, était fondamentalement le cas. Ce n'est pas juste, a-t-il dit. Ah non? J'ai toujours été fier de toi, Étienne. Et c'est là que j'ai senti la clé USB dans la poche de ma veste, là, comme un battement de cœur. Je ne l'ai pas encore saisi. Je n'étais pas encore prêt. Mais je savais que le moment approchait. Et je voulais qu'il dise encore quelque chose d'abord. Je voulais qu'il construise lui-même son argumentaire, brique par brique, pour que, lorsque le mur s'effondrerait, il sache que c'était lui qui l'avait construit. Tu as toujours été fier de moi, ai-je répété. Vraiment? Bien sûr. Alors pourquoi ai-je dû apprendre par un message vocal que tu as laissé accidentellement sur mon téléphone il y a 6 mois que Hugo est le seul fils dont tu es vraiment fier? Le sang quitta son visage lentement, comme si quelqu'un avait retiré un bouchon quelque part. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Pour la première fois de ma vie, Gérard n'avait absolument rien à dire. Je l'ai gardé, papa. Tu veux l'entendre? J'ai mis la main dans ma veste et j'ai sorti la clé USB. Je l'ai posée sur la table basse entre nous, juste à côté de son dossier rempli de mauvaises nouvelles. La pièce était si silencieuse. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de la cuisine à 2 pièces de là. Les pas de ma mère s'étaient arrêtés. Elle écoutait. Tout le monde écoutait. Et Gérard fixait ce petit morceau de plastique comme si c'était une bombe avec un compte à rebours, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Mon père a fixé la clé USB pendant ce qui m'a semblé être une minute entière, mais qui était probablement plus proche de 15 secondes. Puis il a levé les yeux vers moi et a dit, « Étienne, peu importe ce qu'il y a là-dessus, je suis sûr que je ne le pensais pas de la façon dont ça a sonné. Tu ne l'as même pas encore entendu. Je n'ai pas besoin de l'entendre. Je sais ce que je dis parfois et je sais que je ne fais pas toujours les choses correctement, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Papa, tu as dit à Hugo, et je cite. Tu es le seul fils dont je suis vraiment fier. Tu as dit que je n'ai jamais eu l'étincelle. Tu as dit que tu aimerais que j'ai la moitié de ce que tu as. Ce ne sont pas des mots que l'on peut réinterpréter avec du contexte. Ce sont des mots qui signifient exactement ce qu'ils disent. Il s'est adossé dans son fauteuil. Sa main est allée à son front, l'a frotté lentement, et je pouvais le voir faire ce qu'il faisait toujours quand il était acculé, essayer de trouver le chemin le plus rapide pour que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. J'étais probablement frustré par quelque chose. Tu sais comment je suis. Tu as ri, papa. Hugo a essayé de te contredire et tu as ri en disant que tu étais juste honnête. Ce n'était pas de la frustration. C'était ton opinion sincère sur moi, livrée à un moment où tu ne savais pas que j'écoutais. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte, un torchon tordu entre ses mains. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé, bien que son visage indiquait qu'elle en avait déjà assez entendu. Assieds-toi, maman, ai-je dit doucement. Il y a quelque chose que tu devrais entendre. J'ai fait jouer le message vocal sur le haut-parleur. 47 secondes. Quand il s'est terminé, ma mère a regardé Gérard avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, de la reconnaissance. Comme si elle avait toujours soupçonné que c'était ce qu'il ressentait, mais avait espéré avoir tort. Gérard, a-t-elle dit, juste son nom, mais la façon dont elle l'a dit portait le poids de 34 ans de médiation, d'explication et d'excuses. Josiane,
allons. Ce n'est pas ce que ça semble être. C'est exactement ce que ça semble être, a-t-elle dit. J'ai dit à Étienne toute sa vie que tu étais fier de lui, que tu ne savais juste pas comment le montrer, et tu as fait de moi une menteuse. Ça l'a touché plus durement que tout ce que j'avais dit. Gérard pouvait m'ignorer. Il le faisait depuis des décennies. Mais Josiane était la seule personne dont l'opinion lui importait vraiment, et elle le regardait comme s'il était un étranger. J'ai laissé le silence respirer. Arnaud m'avait appris que la chose la plus puissante que l'on puisse faire dans une négociation est d'arrêter de parler quand l'autre personne est mal à l'aise. Alors je suis resté assis là et j'ai laissé mon père mariner dans ce qu'il avait construit. Étienne, a-t-il finalement dit, sa voix plus faible maintenant. Je suis désolé. Pourquoi, spécifiquement? Pour le message vocal. Pour avoir dit ces choses. Le message vocal n'était que le reçu, papa. J'ai besoin que tu comprennes que ça a été toute ma vie. Chaque match que tu as manqué. Chaque fois que tu as célébré Hugo pour des choses que j'avais réellement faites. Le message vocal n'a pas créé le problème. Il l'a confirmé. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, et pour la deuxième fois cet après-midi-là, Gérard n'avait rien à dire. Ma mère pleurait silencieusement. Elle m'a regardé et a dit, j'aurais dû lui dire quelque chose il y a longtemps, au lieu d'essayer d'arrondir les angles. Tu as fait de ton mieux, maman. Je ne t'ai jamais blâmé. Je me suis retourné vers mon père. Je ne te donne pas 10 000 euros. Cela ferait de moi ce que j'ai toujours été pour toi. Utile mais non apprécié. Une ressource, pas un fils. Étienne, s'il te plaît. Nous sommes vraiment en difficulté. Je vais aider, mais pas comme tu l'as demandé. Maman ne mérite pas de perdre sa maison parce que tu as fait un mauvais investissement basé sur un tuyau de l'ami de Hugo, Damien, qui, si je me souviens bien, pensait aussi que la crypto-monnaie remplacerait l'euro d'ici 2023. Malgré tout, ma mère a laissé échapper un petit rire à cela. Même la bouche de mon père a tressailli. Pendant une seconde, nous étions juste une famille dans une pièce, désordonnée, brisée et un peu ridicule. Voici ce que je vais faire, ai-je continué. Je vais m'asseoir avec toi et maman et examiner vos finances, non pas en tant que votre fils, mais en tant que quelqu'un qui fait ça pour vivre. Nous allons restructurer le crédit hypothécaire. Établir un budget réaliste et trouver un plan qui n'implique pas d'emprunter à vos enfants. S'il y a un manque qui ne peut pas être comblé, j'aiderai, mais ce sera un prêt avec des conditions et par écrit. Gérard m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant. Ce n'était pas de la fierté. Pas encore. Mais c'était du respect. Un vrai respect, comme s'il me voyait clairement pour la première fois et réalisait que le fils qu'il avait négligé était devenu la personne la plus compétente de la pièce. Et une dernière chose, ai-je dit. Tu vas avoir une conversation avec Hugo. Une vraie. Pas à propos de moi, pas à propos de l'argent, à propos de lui. Parce qu'il a 28 ans, il vit dans ta maison, il n'a pas de revenu stable. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas trouvé ce qui lui convient. C'est parce que tu lui as rendu l'échec trop confortable. Tu ne lui as rendu aucun service, papa. Tu as fait le contraire. Celle-là a atterri comme un marteau. Toutes ces années à soutenir Hugo, à le louer, à le protéger des conséquences, cela n'avait pas rendu Hugo plus fort. Cela l'avait rendu dépendant. Le fils dont il était le plus fier était le moins équipé pour se débrouiller seul. Et le fils qu'il avait négligé était celui assis en face de lui avec une carrière, un plan et la capacité d'aider. L'ironie n'échappa à personne dans la pièce. Nous avons passé le reste de l'après-midi à la table de la cuisine à examiner leurs finances. Mon père, à son crédit, a écouté. Il n'a pas argumenté ni esquivé. À la fin de la journée, nous avions un plan. Le crédit hypothécaire pouvait être refinancé à un taux plus bas. J'ai identifié environ 3 000 euros de dépenses mensuelles inutiles. Le manque qui restait était plus petit que ce que mon père avait craint, et j'ai accepté de le couvrir sous la forme d'un prêt structuré à taux zéro, remboursable sur 18 mois. Nous l'avons mis par écrit. Il l'a signé. Je l'ai signé. Maman a été témoin. Avant que je parte, mon père m'a raccompagné à ma voiture. Nous étions debout dans l'allée, la même allée où j'avais appris à faire du vélo, où j'avais chargé ma Clio avec tout ce que je possédais quand j'ai déménagé à 18 ans. Il a posé sa main sur mon épaule et a dit, « Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait. Tu commences par le faire différemment,
ai-je dit. Pas avec des mots, avec des actions. Appelle-moi quand quelque chose de bien arrive dans ma vie et aie l'air de le penser. Sois présent. Fais attention. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Il a hoché la tête. Ses yeux étaient rouges, mais il n'a pas pleuré. Gérard ne pleurait pas, mais il en était proche. Et c'était suffisant pour que je sache que quelque chose de réel avait changé. Hugo m'a appelé 2 jours plus tard. Il avait l'air secoué, ce qui m'a dit que papa avait tenu sa promesse. Étienne, je ne savais pas pour le message vocal. Je le jure. Et je suis désolé pour ce que papa a dit. Ce n'est pas ta faute, Hugo. Tu n'as pas demandé à être le favori. Ouais, mais je n'ai rien fait pour l'arrêter non plus, et j'aurais dû. C'était la chose la plus lucide que mon frère m'ait jamais dite. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes, plus longtemps que nous ne l'avions fait depuis des années, et à la fin, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine qui avait été tendue depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. C'était il y a environ 4 mois. Mon père a remboursé 2 mensualités du prêt à temps, sans qu'on ait à le lui rappeler. Il m'appelle tous les dimanches, et pas seulement pour parler de Hugo. Le mois dernier, il m'a posé des questions sur une affaire immobilière sur laquelle je travaillais et a réellement écouté. Il m'a dit qu'il était impressionné, à voix haute, sans que je le lui demande. Nous ne sommes pas soudainement devenus les meilleurs amis du monde, mais nous construisons quelque chose, et pour la première fois, j'ai l'impression que nous le construisons ensemble. Hugo a déménagé de chez mes parents et a trouvé un emploi dans une entreprise de logistique. Un poste de débutant. Rien de prestigieux, mais c'est stable et c'est à lui. Lui et Solène ont rompu, ce qui était probablement inévitable. Nous déjeunons ensemble parfois. C'est agréable. Maman m'a dit récemment que la conversation à la table de la cuisine était la première fois qu'elle sentait que notre famille était honnête les uns avec les autres. C'est toi qui as fait ça, Étienne, a-t-elle dit. Camille et moi nous sommes mariés il y a 2 mois. Petite cérémonie, dans le jardin de notre nouvelle maison. Clément était mon témoin. Arnaud était là. Ma mère a pleuré tout le temps, de bonnes larmes. Mon père s'est levé pendant la réception et a apporté un toast. Il m'a regardé, moi, pas Hugo, pas quelqu'un d'autre, et il a dit, j'ai passé de nombreuses années sans voir ce qui était juste devant moi. Étienne, tu es la personne la plus forte que je connaisse, et je suis fier de toi. J'ai regardé Camille. Elle a serré ma main sous la table, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin d'entendre ces mots pour croire que j'étais assez. Mais je mentirais si je disais qu'il ne m'avait pas fait un bien fou. Ce message vocal est toujours sauvegardé sur mon téléphone. Je ne l'écoute plus. Je n'en ai pas besoin. Il a rempli sa fonction. C'est la chose qui m'a brisé, puis c'est la chose qui m'a libéré. Parfois, la pire chose que l'on puisse entendre est la meilleure chose qui pouvait arriver. Commentaire, je tenais à partager avec vous ce qui m'a le plus touché dans cette histoire. Il est parfois nécessaire d'apprendre à poser des limites claires, même avec les personnes les plus proches. Ce qui m'a frappé, c'est cette force tranquille qui naît quand on commence à respecter sa propre valeur. On peut aimer sa famille tout en choisissant de ne plus accepter d'être relégué au second plan. La guérison commence vraiment le jour où l'on arrête de chercher l'approbation de ceux qui ne savent pas nous voir. J'ai aussi beaucoup réfléchi à la responsabilité, envers soi-même d'abord, mais aussi envers les autres. Être gentil ne signifie pas s'oublier soi-même. Choisir la paix intérieure est souvent le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à vos propres relations. Et surtout, rappelez-vous que vous méritez d'être aimé et respecté exactement tel que vous êtes. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.